Alors, nous entrons maintenant vraiment dans le vif du sujet avec une première séquence que l'on a intitulée Géographie et évolution des valeurs et des paradigmes. Je rappelle quelques points techniques. Donc, je redis, pensez bien à désactiver votre micro. Je pense que tout le monde le fait, mais ça mérite d'être rappelé régulièrement. Ensuite, certains ont déjà trouvé l'usage de la conversation. Donc, la conversation permet effectivement de faire des commentaires, poser des questions, diffuser des liens comme va le faire Cécile Bansal, comme on pourra le faire également. Et vous pouvez donc poser des questions. Alors, donc votre nom apparaît, mais en plus de votre nom, ça peut être intéressant que vous précisiez votre fonction pour qu'on comprenne d'où vient la question, enfin, qu'est-ce qui vous motive à poser cette question. Et donc, vous pourrez tout au long des interventions formuler des questions que l'on va dépouiller, que l'on va essayer de reprendre au maximum pendant les temps qui vont être dédiés à cet effet, mais on n'est pas sûr de pouvoir toutes les reprendre. Et bon, certaines questions pourront trouver, comme ça a déjà été le cas, réponse de manière immédiate via la conversation. Voilà, donc je repasse la parole à Michel Salov-Coste pour ce temps géographie, évolution des valeurs et des paradigmes. Et donc, nous sommes ensemble pour 1 heure encore, jusqu'à 10h30, et ensuite nous aurons une pause d'un quart d'heure avant de reprendre un deuxième temps que l'on a intitulé Philosophie des écosystèmes innovants dans un monde en perpétuelle évolution. Donc ce deuxième temps à 10h45. Et je redis, c'est le même lien Zoom toute la journée. Et donc vous pouvez, donc on espère que vous nous suivrez toute la journée, mais vous pouvez aussi choisir de suivre une séquence ou plusieurs en particulier. Voilà, Michel. Bonjour à tous. Donc, je suis très heureux d'être avec vous. L'ensemble du processus se déroule parfaitement bien. Donc, merci à toute l'équipe parce que vraiment, au niveau technique, j'ai l'impression que les choses se déroulent bien. Et nous recevons Jean-Éric Aubert. Jean-Éric Aubert, je te vois sur l'écran et tu vas nous parler de la manière dont l'Asie, l'Amérique et l'Europe innovent. Alors, ton intervention est extrêmement importante parce qu'effectivement, durant ce cycle, nous allons découvrir l'Asie, l'Amérique et l'Europe. Aujourd'hui, ça va être particulièrement l'Amérique, mais on voulait en toute première étape avoir une présentation des 3 continents pour comprendre où on est quand on est en Amérique. L'Asie, l'Amérique et l'Europe, et les voyages nous l'ont prouvé, ont 3 visions du monde complètement différentes. C'est en même temps aujourd'hui les 3 superpuissances qui dominent très clairement le monde. Ils pourraient avoir la même vision, ce n'est pas le cas. Et notamment, quand on est d'Europe, on pense souvent que l'Amérique est une extension de l'Europe. Or, pas du tout. L'Amérique est un autre monde complètement différent. C'est pour ça que cette journée est extrêmement importante, parce que découvrir l'Amérique, c'est découvrir non seulement un continent avec sa géographie particulière, unique au monde, mais c'est aussi découvrir un peuple qui a émigré dans des conditions tout à fait particulières et a créé ce qu'on appelle le Nouveau Monde. Et le Nouveau Monde, c'est vraiment les bons termes, parce que c'est un monde très différent de l'Ancien Monde et de l'ensemble des autres continents qui sont ancrés dans l'histoire. L'Amérique s'est créée à partir de rien, à partir d'une émigration massive, à partir d'un génocide de l'ensemble des Indiens d'Amérique, qui est un traumatisme majeur. C'est un lieu tout à fait particulier au monde. Quand vous sillonnez l'ensemble de la planète, il n'y a pas d'autre endroit similaire à l'Amérique, parce que justement l'Amérique est le Nouveau Monde. Donc on va découvrir ce Nouveau Monde, on va découvrir l'Asie, on va découvrir l'Europe, et j'ai demandé à Jean-Éric, qui a sillonné la planète pendant 40 ans, c'est une des personnes qui a le plus voyagé de toutes les personnes que j'ai connues, des 10 000 personnes que j'ai rencontrées sur l'ensemble de la planète pour préparer cette rencontre. Il est tout à fait particulier
Et aujourd'hui, à la retraite, il peut réfléchir à ses voyages, il peut réfléchir à comment il a vécu ces 30 dernières années d'évolution planétaire où il a rencontré des chefs d'État pour dialoguer avec eux sur leur développement pour la Banque mondiale. Il est aujourd'hui consultant, il continue son travail et il a publié un livre qui reprend l'ensemble de l'expérience de sa vie, un livre tout à fait unique au monde, qui explicite l'innovation sur les différents continents de la planète. Jean-Éric Aubert, à toi. Merci, merci beaucoup. Je pense que vous m'entendez. On t'entend très bien. Merci beaucoup. Je voudrais remercier les organisateurs et Michel Salofkost de cette invitation et de parler à l'orée de cette série de conférences. C'est une lourde responsabilité. C'est une lourde responsabilité car le sujet que je vais aborder est important, mais il est complexe et il peut souffrir de simplification excessive. Alors effectivement, contrairement, enfin, comme l'a dit Michel, mais contrairement à ce qui peut être affiché sur votre écran, j'ai des informations sur le fait que j'ai une carrière de fonctionnaire à l'OCDE et à la Banque mondiale, et aujourd'hui je préside la Société française de prospective. Je vais donc vous parler de l'influence des cultures et des mentalités sur les capacités d'innovation des sociétés et par là sur leur capacité de développement, car les premières sont les moteurs des secondes. Et je vais m'appuyer pour ce faire sur le livre que j'ai publié aux Presses des Mines, je pense que vous le voyez sur l'écran, il était publié en 2017 et il s'appelle « Culture et système d'innovation ». Alors, je donnerai d'abord un aperçu sur les dynamiques innovatrices en Amérique, en Europe et en Asie, Asie entendue au sens d'Extrême-Orient et sur la Chine plus particulièrement. Puis je ferai quelques commentaires, si j'ai le temps, sur les dispositions de ces sociétés à relever les défis du changement climatique et pour ce qui est du long terme et à ceux du choc de la Covid pour ce qui est du court terme. Alors, commençons par les fondements culturels des sociétés industrialisées. Alors, et commençons par le plus fondamental de la culture, qui est en fait l'esprit dans le rapport au réel. Et de ce point de vue-là, il y a une différence importante entre l'Occident et l'Asie, et c'est la manière de s'insérer dans le réel. En Occident, on s'en distancie pour s'y construire. En Asie, on s'immerge dans le réel, mais pour s'y adapter. Alors ça se manifeste dans le rapport à la nature et à la technologie. L'Occident fait d'abord œuvre de connaissance par la science, alors que l'Asiatique, lui, privilégie la pratique. Ça se manifeste aussi dans le rapport à la société. La société est individualiste en Occident, l'individu se distingue du collectif, alors que la société est communautaire en Asie, l'individu est immergé dans le collectif. On a deux postures bien distinctes, donc d'une part une distanciation, d'autre part une immersion. La posture de l'Occident lui a permis d'être à l'origine des révolutions scientifiques et industrielles, parce qu'elle a permis de prendre en vue le monde, alors que la posture de l'Extrême-Orient explique son développement remarquable depuis un siècle. Mais nous pouvons affiner nos catégories. On peut distinguer en Occident une société d'individualisme exposé, et c'est le cas des sociétés anglo-saxonnes, et des sociétés d'individualisme protégé, c'est plutôt le cas des sociétés d'Europe continentale. Et en Europe continentale, on observera un contraste important entre les sociétés du nord de l'Europe, qui sont fondées sur des institutions et des pratiques coopératives, et les sociétés du sud de l'Europe, qui sont fondées plutôt sur des institutions corporatistes. Et on retrouve là les fondements culturels et institutionnels des différents types de capitalisme, anglo-saxons, rhénans et latins, qui ont été analysés notamment par Michel Albert dans les années 80. Du côté de l'Asie, on opposera des sociétés communautaires capitalistes, représentées notamment par le Japon et la Corée, et des sociétés communautaires communistes, et c'est la Chine et la Corée du Nord. Alors cela donne lieu cependant à deux types de capitalisme. Un capitalisme oligarchique, dominé par de grands réseaux politico-industriels comme au Japon et en Corée, et un capitalisme étatique qui est dominé par le parti en Chine.
Bon, voilà donc rapidement brossé les fondements mentaux et comportementaux des sociétés industrialisées. Je m'en tiendrai là. Je ne chercherai pas dans cet exposé à éclairer les déterminants anthropologiques, par exemple les structures familiales et les rapports parents-enfants, et derrière aussi les explications qui relèvent de la géographie et des conditions géotechniques, géoclimatiques dans lesquelles les sociétés en question se sont développées. Mais voyons voir comment cela influence les processus d'innovation et les processus de développement de ces économies. Et regardons de plus près les composants de base des systèmes nationaux d'innovation que sont la recherche, l'industrie, la finance et l'éducation. Alors, du côté des anglo-saxons, et notamment des Américains, on s'est engagé de tout temps dans une recherche scientifique très compétitive, dans laquelle on a mis des moyens importants. Du côté de la finance, on a un dispositif fiscal et bancaire qui incite à prendre des risques, d'où une abondance de venture capital. Du côté de l'industrie, on investit dans des secteurs où il y a les profits les plus prometteurs à court terme ou moyen terme, en laissant tomber les autres. Enfin, dans l'éducation, on accepte qu'elle soit inégalitaire et celle qui est de haut niveau soit offerte à ceux qui peuvent payer. Alors tout ça est la conséquence de conditions objectives dans lesquelles baignent les individus. Je disais, ils sont exposés aux grands vents d'existence depuis l'enfance. Et cela entraîne toutes sortes de processus darwiniens, mais processus qui sont acceptés par la société anglo-saxonne. Du côté des Européens, il convient de distinguer, disions-nous, entre pays du Nord et pays du Sud. Au Nord, on investit dans toutes les composantes du système d'innovation en y mettant les moyens, mais en prenant moins de risques que les anglo-saxons, et on fonctionne de manière coopérative ou intégrative. Cela est bien illustré par l'Allemagne. Prenons deux exemples, les relations université-industrie qui sont vantées pour leur qualité, et puis la banque-industrie qui est vraiment au cœur des investissements industriels en Allemagne. C'est de ces relations coopératives dont l'Allemagne tire sa force et on retrouve des ingrédients similaires à l'œuvre dans les sociétés nordiques. Au Sud, on a affaire à des systèmes d'innovation qui disposent de moins de moyens, où la qualité des composantes est inégale et où le corporatisme affecte les interactions. Alors, la France présente une variante de ce profil qui a connu son heure de gloire dans les 30 Glorieuses. Les planètes étaient bien alignées grâce aux grands corps, engagés dans la recherche et les grands organismes comme le CEA, le CNRS, une industrie nationalisée notamment, qui était puissante et bien organisée, et puis une finance et des marchés publics qui tiraient cette industrie. Enfin, il y avait un système éducatif qui était bien organisé pour, du primaire au supérieur, sélectionner l'élite intellectuelle du pays. Alors, ce modèle a produit les grandes réussites des technologies civiles que nous connaissons, dans le nucléaire, l'espace, les transports, par exemple, mais il a fait long feu. Alors, du côté asiatique, on a dû s'inscrire dans un processus de rattrapage industriel. Alors, ça a été vrai pour le Japon, ensuite pour les dragons, Corée, Taïwan, et enfin pour la Chine. À chaque fois, il y a eu une démarche d'immersion dans les avancées de l'Occident. D'abord dans la technologie, puis dans la science. Et ça s'est fait à travers l'investissement direct étranger, le reverse engineering, et finalement la coopération scientifique. Et pour ce faire, on a investi de plus en plus dans des capacités scientifiques de pointe, tout en mettant l'ensemble de la population à l'école et en développant un système universitaire ouvert à tous, mais sélectif. Quant aux circuits financiers, ils ont toujours eu une certaine opacité, non dénuée de corruption suivant les canons occidentaux, et le tout dans des sociétés disciplinées avec un État très présent, de fait difficilement distinguable de la société civile. C'est là une différence importante avec l'Occident. Alors, je voudrais ici brièvement évoquer que les percées d'innovation, quelles que soient les sociétés considérées, se font toujours dans des sites et des territoires bien particuliers. Et c'est bien ces écosystèmes innovants dont ces journées vont parler. Alors, ces territoires, en fait, leur réussite repose sur l'accumulation de compétences et de talents qui mêlent scientifiques et techniciens, entrepreneurs et financiers. Et les phénomènes à l'œuvre ont une forme biologique, comme dans une boîte de pétri. Nous avons vu cela au fil de l'histoire, ce sont les fameux districts industriels de l'économiste Marshall,
Et dans l'époque moderne, la Silicon Valley est devenue l'exemple le plus emblématique, mais beaucoup de pays peuvent peu ou prou afficher des exemples parlants. Toutefois, ces clusterisations nécessitent une forme de spécialisation car il est impossible d'accumuler des masses critiques de qualité dans plusieurs domaines à la fois. Alors, la culture technique et la culture entrepreneuriale des sites fait la différence et leur donne leur spécificité. C'est quelque chose que vous connaissez bien à Lille et dans l'université catholique, avec une double tradition d'humanisme et de fédération de disciplines diverses, unique en France et même dans le monde. Je voudrais quand même souligner ce caractère du territoire lillois. Alors, revenons rapidement sur ce qui s'est passé depuis les années 2000. Vous avez un pôle américain qui a poursuivi sur sa lancée innovatrice du siècle dernier, qui a pris la tête du capitalisme numérique incarné par les GAFAM. Ils ont tiré le meilleur parti de leurs atouts dans cet esprit de prise de risque et ce climat de compétition que j'ai évoqué tout à l'heure. Et avec un État qui a facilité des investissements de toute nature dans les infrastructures, dans l'industrie et dans l'éducation. Pour ce qui est de l'Europe, elle a fait preuve de moindre capacité innovatrice. Les raisons en sont multiples, le contexte sociologique et institutionnel que j'esquissais plus haut, mais aussi, il faut bien évoquer une économie fragmentée entre pays hétérogènes. Et il est difficile de constituer des masses critiques d'idées et de talents propices à l'innovation de pointe dans ces conditions. Enfin, les économies asiatiques ont fait preuve d'un grand dynamisme à cette ère du numérique et la première d'entre elles, au premier rang, la Chine, qui a poursuivi sa stratégie d'absorption technologique, qui lui avait réussi pour devenir la première puissance industrielle mondiale, mais elle a constitué aussi une capacité scientifique et technique dans le numérique en investissant massivement dans une centaine d'universités nouvelles et en créant des collaborations avec l'Occident. Aujourd'hui, les États-Unis et la Chine dominent l'innovation mondiale, et pas seulement dans le numérique. En témoigne un simple chiffre. Dans l'édition des gènes, le gene editing, les USA et la Chine produisent chacun 41% des publications scientifiques mondiales. L'Europe, seulement 9%. Ainsi, on peut dire que les capitalismes ultralibéral et ultra-étatiques ont surpassé les autres. Je voudrais dire quelques mots des dispositions dans lesquelles se trouvent ces différentes sociétés face au changement climatique. On peut remarquer tout d'abord que la compétition entre grandes puissances n'est pas favorable aux efforts de réduction des gaz à effet de serre. Par ailleurs, les Américains sont encore lestés par le poids industriel du passé et la civilisation du pétrole, et il ne faut pas minorer les résistances du mode de consommation et de production américain à ce sujet. Du côté de l'Europe, il y a des ambitions fortes qui ont été affichées. D'une certaine manière, il y a probablement des capacités par rapport aux valeurs européennes qui veulent se montrer en pointe dans le monde pour réussir cette tentative de décarbonisation de l'économie de l'Union européenne. En fait, cela dépendra beaucoup de ce qui sera fait au niveau national et on voit qu'il y a quand même des pays qui sont inégalement allants dans ce domaine. Quant à la Chine, elle a affiché aussi des visions très ambitieuses avec une économie décarbonée en 2050. C'est dans la culture chinoise qui est capable de voir loin et de mettre des stratégies pour y arriver. C'est de l'ordre du possible, même si ces annonces relèvent de la diplomatie climatique. On notera que toutes ces stratégies s'inscrivent dans une hypothèse de green growth, mais ceci pourrait bien ne pas marcher. On serait alors entraîné dans un changement climatique accéléré, accompagné d'un épuisement des ressources et aussi des processus d'effondrement. Alors, comment vont réagir les différentes sociétés? Les Asiatiques, avec leur faculté d'adaptation collective au réel, que j'évoquais au début de ma intervention, semblent mieux armés. Les Européens, avec leurs inclinations protectrices, ont aussi des capacités de résilience. Les Américains, avec une société individualiste, de surcroît aujourd'hui divisée, seront sans doute face à des difficultés importantes. Et je voudrais terminer par quelques mots sur le choc de la Covid, qui a suscité, comme vous l'avez pu le voir, des réactions diverses de nos trois types de sociétés. Bon, je ne rappelle pas les faits que vous connaissez. Vous avez bien vu qu'ils ont affiché des capacités différentes devant la situation et l'impact de la Covid. Et derrière,
on voit des facteurs culturels qui expliquent ces différences de comportement et de performance. Et en fait, ces facteurs culturels renvoient à la perception de la mort. L'Américain, dans son idéologie libérale, est héritier d'une tradition chrétienne encore vivace et il est quelque part dans une posture messianique, en se disant capable d'affronter le réel, de le vaincre et de le transcender. Alors c'est une forme d'immolation à l'esprit de liberté. L'Européen, lui, ressent plutôt la mort comme une disparition sans rédemption. Il va naturellement se tourner vers des comportements de protection dans ces conditions. Quant à l'Asiatique, il voit la mort plutôt comme un passage. Aussi, il est prêt à accepter, sans barguigner, les contraintes collectives fortes et les pratiques intenses de confinement ou de traçage. Cela étant, la Covid a changé fondamentalement la situation des économies. Deux choses sont profondément nouvelles. Premièrement, l'État a fait un grand retour après son effacement dans les décennies de mondialisation. Et il s'est imposé comme payeur, employeur, assureur. Et dans ce contexte, il va falloir repenser complètement le welfare state face à des dépenses considérables pour relancer les économies et penser les plaies laissées par la Covid sur les populations chômeurs, étudiants en souffrance et autres personnes en difficulté. Deuxièmement, on a déversé des montagnes de liquidités et accumulé des montagnes de dettes. Et des tabous économiques sont tombés, par exemple ceux relatifs au déficit public. Alors, on est devant une économie mondiale et des économies nationales dont on ne sait pas ce qu'elles vont devenir. À moyen terme, on est face à des problématiques de remboursement vertigineux et aussi des risques d'inflation incontrôlables. Alors, face à cette nouvelle donne, les trois sociétés que nous venons d'examiner sont dans des postures singulières. La société américaine en ressort très divisée et la réconciliation va être compliquée. Néanmoins, elle a démontré à travers l'histoire des capacités de rebond extraordinaires et il est probable qu'elle a gardé une part de ces capacités. L'Europe risque, elle, fort d'être confrontée à des divisions autour de la problématique des dettes et de l'éclatement possible de l'euro. La Chine semble la mieux armée avec son expérience de capitalisme étatique. Mais il ne faut pas négliger les excès auxquels l'exercice du pouvoir dans ce pays peut conduire. L'histoire l'a bien montré, et une forme d'hubris tend à s'installer et peut déboucher sur des révolutions et des blocages à un horizon plus ou moins proche. Voilà, en quelques minutes, une vue comparative rapide sur les régimes d'économie et d'innovation qui font l'objet de nos conférences et sur leurs fondements culturels. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Éric, pour cet exposé extrêmement détaillé et fouillé. C'est absolument remarquable. Alors, nous pouvons prendre des questions. Si vous voulez poser des questions, n'oubliez pas de les poser dans le chat, pas en vocal, mais dans le chat, ce qui nous permettra de faire une synthèse de l'ensemble de vos questions, puisque vous êtes à peu près maintenant 80. Donc, vous imaginez si 80 personnes prennent la parole, ça va être un peu difficile. Alors, on attend vos questions. Moi, j'ai une question tout à fait essentielle, c'est qu'on voit bien que, et je chemine avec Jean-Éric depuis plus de 30 ans, on a commencé à travailler au ministère de la Recherche ensemble sur le 2100 Récit du prochain siècle. Jean-Éric, déjà à cette époque, on voyait qu'entre 2020 et 2030, nous y sommes, entre 2020 et 2030, on voyait bien que pouvait se nouer possiblement une grande crise économique, sociale et écologique. Et tout ce que tu viens de dire, alors on n'avait pas prédit le Covid, on avait prédit qu'il y avait des grandes possibilités d'épidémie, ça on le savait, on ne savait pas exactement quelle épidémie, évidemment. Alors comment tu vois cette convergence d'une crise économique, sociale et écologique? Et comment on va la traverser? C'est une question redoutable. La raison fondamentale de la crise économique, sociale, écologique, je crois qu'elle tient à la nature humaine. Je pense qu'il y a quelque part dans l'espèce humaine un certain nombre de forces qui sont très très grandes, qui viennent
de la manière dont elle s'est constituée face à l'adversité, dans la compétition, dans l'affrontement avec la nature, qui fait que il y a ce que un chercheur qui a publié un bouquin qui a été publié il y a quelques années qui s'appelait Le bug humain et qui disait qu'au fond, c'était dans les gènes des hommes d'avoir cette capacité d'hubris, cette force qui leur a permis de survivre à travers les millénaires, à travers, d'une certaine manière, des centaines de milliers d'années, et qui, de ce fait, dans cette capacité de survie, a poussé beaucoup cette dimension de compétition et de pouvoir, de plaisir, de désir qui se manifeste dans le gain d'argent, d'en prendre des positions d'autorité. Ça n'empêche pas qu'il y a aussi des éléments d'empathie, des éléments de coopération qui sont nécessaires pour réguler le fonctionnement de l'humanité. Mais au bout du compte, on finit par avoir cette disposition d'esprit qui est une forme de réquisition de la nature et de réquisition aussi d'une certaine façon des hommes dans le processus de développement et de croissance économique et qui a été bien mis en évidence par le philosophe Heidegger, c'est cette fameuse Gestalt qui est cette réquisition en fait du monde. Alors ça s'inscrit ici dans une histoire de l'humanité qui comprend fondamentalement 4 étapes. Celle que nous avons vécue, il y a 4 étapes. Première étape qui est celle de la participation au monde. La participation au monde, c'est celle des sociétés primitives. Ils se sentent partie du monde parce qu'ils ne le comprennent pas et il faut d'autre part le respecter pour survivre. Et puis, lorsqu'arrive, je dirais, le Moyen-Âge, les premières formes néolithiques et l'agriculture, une sédentarisation qui va jusqu'au Moyen-Âge et à la Renaissance, on est dans des sociétés agricoles qui sont des sociétés de composition avec la nature, composition avec le monde. On compose, y compris avec les dieux. Les dieux sont là dans un rapport d'égalité. L'homme dialogue avec, y compris le dieu des monothéistes, mais il est dans une composition avec la nature qu'il continue à respecter d'une manière ou une autre, bien qu'il la comprenne de plus en plus. Et avec la Renaissance et ensuite la révolution industrielle, on est dans la réquisition du monde, parce qu'on la comprend, parce qu'on la maîtrise et on se débarrasse de Dieu, comme dit Nietzsche. Et lorsqu'arrive la révolution numérique, c'est-à-dire la dernière étape ultime, on est dans la programmation du monde. C'est-à-dire que là, l'homme se sent comme un démiurge et il se sent capable de programmer ce que va devenir le monde, et c'est bien ce qui se passe dans le numérique, l'ordinateur, on est dans un programme. Et malheureusement, cet excès d'hubris débouche sur ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire épuisement des ressources et perte de maîtrise du monde, notamment avec la pandémie, risque de crise financière, et puis développement incroyable des inégalités à travers le monde. Donc, cette conjoncture, cette crise est l'aboutissement de ces 3-4 phases que je viens d'évoquer. Et la phase suivante, c'est une adaptation. C'est une adaptation au monde, et c'est une adaptation très profonde qui sera nécessaire, qui mettra en jeu des métamorphoses véritablement, avec possiblement des processus d'effondrement, peut-être pas globaux, mais peut-être des processus d'effondrement locaux. Voilà comment moi, je résume un peu l'histoire de l'humanité avec 3 types ou 4 types d'éthos, c'est-à-dire d'état d'esprit et de comportement vis-à-vis de la nature et du monde et de la société en général. Merci beaucoup, Jean-Éric, de cette précision. Et nous avons quelques questions, donc je passe la parole à Loïc. Je pense que l'on va reprendre une question, puisque donc nous avons 3-4 minutes, s'il vous plaît, Jean-Éric Aubert, pour répondre à cette question. C'est une question de Francis Massé que l'on entendra en fin de matinée. Donc, je reprends sa question. En quoi le système technicien réduit-il ou pas les différences culturelles par son uniformisation et son développement autonome? C'est une très bonne
très bonne question, parce que c'est bien au fond ce à quoi on pensait à avec la mondialisation. Alors, il y a des limites effectivement au processus de divergence dans la mesure où la technique qui se répand à travers le monde tend à uniformiser un certain nombre de perceptions du monde, de cette manière de se comporter, et c'est tout à fait vrai. Mais en même temps, comme on recrée en permanence de la diversité, ne serait-ce que par les inégalités, comme par ailleurs il y persiste un certain nombre de dispositifs culturels qui sont profondément enracinés dans les mentalités, dans les institutions, dans les processus d'apprentissage. Il y a une diversité qui se recrée en permanence. Et lorsque vous voyez, par exemple, la manière dont ne serait-ce que les sociétés ont réagi à la situation de la Covid, on voit bien que c'est dans la diversité et que ce n'est pas parce qu'au fond, tout le monde pouvait disposer à peu près des mêmes technologies qu'on a eu les mêmes réactions et les mêmes façons de traiter le problème. De même, si vous regardez la façon dont aujourd'hui les technologies numériques sont utilisées à travers les différents continents, vous voyez aussi des diversités importantes se réaliser. Vous voyez par exemple que le téléphone mobile a permis, notamment dans le domaine des transferts bancaires et financiers, des choses assez extraordinaires en Afrique qui ont inventé ou innové quelque chose pour le niveau mondial. Donc, je dirais la nature humaine, par sa diversité et sa capacité en permanence à muter d'une manière ou d'une autre, maintient un niveau minimal de diversité qui fait que la technique, d'une certaine manière, n'uniformise pas tout le temps. Voilà ce que je pourrais dire. Et que par ailleurs, je terminerai là-dessus, la diversité des territoires, et notamment des écosystèmes innovants sur lesquels vous vous penchez, est telle qu'on peut toujours espérer qu'il y a un renouvellement, une créativité qui peut se faire précisément pour cela. Et il faut maintenir cette diversité comme on maintient la biodiversité dans la nature. Il faut se donner les moyens au niveau mondial de maintenir cette biodiversité des écosystèmes innovants. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Éric et merci de cette conclusion remarquable. Et là, on est au cœur d'un des grands enjeux du futur, c'est de garder cette complexité, au contraire de la développer, cette complexité des cultures. Chaque culture, avec sa richesse, a quelque chose à apporter. Et on a la magnifique phrase de Saint-Exupéry, faire de notre diversité une richesse plutôt que de s'opposer les uns et les autres, mais s'unir dans la diversité. Alors c'est une très bonne transition pour passer à Karine Darticupérou. Voilà, donc nous sommes toujours dans ce temps que l'on a appelé géographie et évolution des valeurs et des paradigmes. Hein. Donc nous avons eu un très beau parcours avec cette intervention de Jean-Éric Aubert. Hein. On a lu effectivement quelques commentaires dans la conversation qui montrent l'intérêt qu'a suscité votre intervention. Et donc maintenant, toujours dans ce temps qui nous permet de parcourir le monde, donc avec cette entrée notamment géographique. Nous avons l'intervention de Karine Darticupérou que Michel va présenter. Et donc nous sommes ensemble jusqu'à 10h30, donc avec un temps d'intervention et ensuite un temps de questions comme on a pu l'avoir déjà avec Jean-Éric Aubert. Oui, donc j'accueille Karine Darticupérou. Est-ce que Karine est bien là déjà? Oui, je suis là. D'accord, très bien. Alors, Karine, c'est aussi une grande voyageuse. Elle a fait son doctorat complètement remarquable, un doctorat très particulier puisqu'elle a traité le sujet de l'Europe dans le monde. Et elle a, pour traiter ce sujet de l'Europe, voyagé dans toute l'Europe, mais voyagé aussi même dans l'Europe orientale, la Russie. Après, elle est revenue en France après un séjour en Angleterre qui a duré une dizaine d'années et
elle a commencé à travailler en France sur le futur. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu ensemble faire 3-4 livres. Et depuis, elle a continué, elle a écrit une vingtaine de livres. Je crois que c'est plus de 20 livres que tu as écrits en quelques années. Donc bravo Karine. Je te laisse la parole pour nous expliquer un peu comment, à la suite de ce qu'a dit Jean-Éric Aubert, les grandes valeurs, les systèmes de représentation dans le monde sont en train d'évoluer. C'est ce que tu as fait déjà dans ton doctorat, mais après que tu as continué avec la Rand Corporation, qui est un des plus grands think tanks de la planète, on a travaillé ensemble sur le futur de la manière dont les grands pays de la planète se représentaient les technologies, leur relation aux technologies. Et aujourd'hui, tu présides, tu diriges un think tank majeur des Hauts-de-Seine où vous envisagez le futur d'un département. Je te laisse continuer ta présentation et surtout rentrer dans ton sujet. Oui, merci beaucoup Michel, merci Jean-Éric. Donc je vais continuer ce petit éclairage qui sera voilà, forcément partiel, hein, puisque je ne peux pas aborder tous les sujets ce matin, mais si ce n'est peut-être continuer à tirer le fil que a introduit Jean-Éric avec son exposé sur cette dimension finalement, comment peut-on décrypter, comprendre les grandes transformations qui ont lieu à l'heure actuelle. Et moi, derrière cette question, en fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la dimension de prospective socioculturelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en train d'émerger, qu'est-ce qui peut-être est un signal faible, hein, comme on dit en prospective, qui ne concerne peut-être pas l'ensemble de l'humanité, mais qui peut nous donner une idée de ce que demain pourrait être. Voilà en fait le point de départ de ma recherche. Et vous le voyez, donc bien évidemment, je m'intéresse aussi, comme Jean-Éric, à la dimension interculturelle, c'est-à-dire la différence entre les pays. Je cite à ce propos, là, je viens de relire pour notre journée aujourd'hui, quand même dédiée aussi en partie à l'Amérique, l'ouvrage de Samuel Huntington sur Identité nationale, choc des cultures, sur comment d'ailleurs il définit le credo américain. Et je trouvais que c'était très intéressant de relire cet ouvrage qui est arrivé donc après le clash des civilisations, hein, fameux livre qui s'est fait remarquer il y a une bonne dizaine, quinzaine, vingtaine d'années même maintenant. Et donc, voilà, je vous signalais juste, je vous recommandais cette relecture. Alors, pour ce qui est de mon intérêt et de ma recherche, en fait, je pense que les défis de l'humanité peuvent se résumer à deux dimensions, deux tensions qui me paraissent être essentielles. La première, selon moi, c'est comment fait-on pour encore vivre dans un monde où l'on puisse continuer à dialoguer malgré nos différences, malgré notre diversité. Et donc, c'est en cela que je rejoins complètement les travaux de Jean-Éric, c'est-à-dire qu'on voit bien, et si on se base sur l'inspiration qui a été pour moi Brian Hall et tout le travail sur les valeurs, on voit que un des enjeux, c'est d'arriver à intégrer nos différentes perspectives en termes de valeurs. Donc, pourquoi valeurs? Parce que tout simplement, les valeurs, selon moi, sont une manière aussi de décrire, de définir la culture. Et les valeurs, qu'est-ce que c'est finalement? C'est l'énergie qui guide l'action. Donc, en fait, quelque part derrière ces grandes transformations, que ce soit la transformation numérique, hein, la métamorphose numérique, que ce soit les transformations écologiques, eh bien, il s'agit en fait de comprendre en termes culturels qu'est-ce qui explique ces transformations, nos différents rapports à la transition écologique, à la transformation numérique. Et donc, par culture, eh bien, j'entends les systèmes de valeurs et les comportements afférents. Et donc, vous voyez que c'est un éclairage un petit peu différent, c'est-à-dire que c'est un éclairage de la culture en termes individuels, collectifs, institutionnels, sociétal, c'est-à-dire qu'est-ce qui va expliquer derrière ces évolutions. Et on voit bien que, comme je le disais, il y a une dimension finalement de défi d'intégration de nos systèmes
de valeurs, de perspectives de valeurs, et qu'on voit bien que pour une personne qui a le sentiment qu'elle n'appartient pas à la Terre, qu'elle n'appartient pas à l'humanité, qu'elle est en dehors de tout ça et qu'elle voit défiler sa vie devant elle, eh bien, on comprend bien que cette personne aura d'autant plus de mal à s'inscrire, par exemple, dans une dynamique écologique, c'est-à-dire qu'elle ne va pas vraiment voir ce qu'elle peut contribuer en termes d'écologie ou aussi d'action citoyenne, par exemple. Au contraire, si on a une personne qui se dit, ben voilà, je participe, peut-être je n'ai pas la solution à tout, mais je contribue à travers mon action, à travers mon vote, à travers ma manière de consommer, eh bien je contribue, je peux agir sur le monde, eh bien on voit qu'on a un système de représentation différent. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais si ce n'est pour dire que selon moi, un des enjeux aujourd'hui, c'est d'intégrer ces différents systèmes de représentation à l'échelle planétaire, sachant qu'il n'y a pas un système mieux que l'autre. On voit bien que la complexité, c'est plutôt comment on arrive à faire vivre ces différents systèmes de représentation plutôt que de choisir un système ou un autre. Mais il y a un second défi qui est le défi plutôt du changement de paradigme, qui est plutôt le défi aussi de l'innovation. Et c'est-à-dire, c'est se dire aujourd'hui comment on peut aussi quelque part dépasser ces systèmes de représentation, ne pas rester dans une approche systémique, mais bien intégrative, c'est-à-dire de dépasser ces différents systèmes pour construire ce qu'on appelle une culture intégrale, c'est-à-dire transcendantale, qui dépasse tous ces systèmes. Et on voit que dans la dimension d'innovation, en fait, c'est très important cette dynamique, parce que c'est quelque part écouter les signaux faibles, écouter les émergences et bâtir aussi sur ces émergences. Je rappelle, j'aime bien donner un exemple qui est très basique, c'est que quand je suis rentrée en France dans les années début 2000, eh bien en France, aucun maire ne savait, enfin plus de 90% des maires ne savaient même pas ce qu'était le développement durable. Aujourd'hui, les maires sont bien sûr au cœur de la problématique de transition écologique. Donc on voit qu'en l'espace de 20 ans, les choses peuvent évoluer et quelque chose qui est pas du tout révélé à une époque peut aussi devenir complètement dominant et général quelques années après. Alors peut-être pour éclairer un petit peu ces différents champs d'émergence, je pense qu'il est intéressant aussi dans le prolongement de l'intervention de Jean-Éric, de parler de ce qu'a montré Ronald Inglehart, qui mène, donc c'est un politologue américain qui mène depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale des travaux quantitatifs de mesure des évolutions des valeurs, et il nous dit que l'humanité est en train de passer d'une forme de matérialisme à une forme de post-matérialisme qui émerge et qui se manifeste dans plusieurs pays dans le monde, mais à commencer par les pays scandinaves. Et puis, nous avons également un autre mouvement, et c'est ce qui m'intéresse, bon là, ce matin, je ne pourrais pas vous présenter l'ensemble, bien sûr, des exemples qui manifestent en fait ces émergences, mais si ce n'est que citer quelques exemples. Nous avons également un autre courant qui est autour du penseur Duane Elgin, qui est d'ailleurs un ancien prospectiviste aussi de la Rande, mais qui maintenant est beaucoup plus actif dans les milieux de philosophie. C'est un Américain également, qui a montré à travers ce concept de deep simplicity, c'est-à-dire de simplicité vraiment volontaire mais essentielle, qui est selon moi aussi une émergence extrêmement globale qui touche l'ensemble de la planète et qui finalement se caractérise par à la fois une recherche. Alors, Jean-Baptiste de Foucault parlerait d'abondance frugale, Pierre Rabhi parlerait de sobriété heureuse, mais on voit bien que derrière ce concept de simplicité, qui d'ailleurs Dominique Bourg a très bien montré que ce concept avait était apparu à plusieurs reprises à travers l'histoire de l'humanité, à des moments comme ça de lendemain de crise ou de crise, où finalement on recherche ce qu'il y a de plus essentiel dans la vie. Et donc, cette dimension de simplicité, selon moi, elle est très intéressante en termes de valeur et elle donne à voir
une forme d'émergence très générale qui touche d'ailleurs énormément les jeunes générations qui peuvent également se retrouver dans ces valeurs. Et donc là, on voit que ça a un impact majeur dans notre manière de consommer, dans notre manière d'agir au monde. Et puis, il y a également un autre courant de pensée qui est très important, et Michel m'a demandé vraiment de focaliser mon attention également sur cette dimension. Ce sont tous les travaux de Paul Ray et de sa femme Sherry Ruth Anderson qui ont montré à la fin des années 90, au tout début des années 2000, que peut-être un troisième courant socioculturel était en train d'émerger. Et son étude portait aux États-Unis, c'était un chercheur, sociologue américain, sa femme étant psychologue, et ils ont montré que traditionnellement la société américaine était divisée entre les modernes et les traditionnels. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les traditionnels, ils les appellent les Heartlanders, et les modernes qui se retrouvaient plutôt dans des valeurs de démocratie, de liberté, de confiance dans la technologie, de sentiment que la société pouvait progresser, tandis que les traditionnels étaient beaucoup plus attachés à des valeurs vraiment de terroir, de respect de la hiérarchie. C'était plutôt une population plutôt religieuse, c'est-à-dire qui se retrouvait dans une religion. Et puis, il a montré que probablement un troisième courant qui qualifie en fait de postmoderne, qui qualifie par la suite qu'il va appeler une culture intégrale, mais à l'époque, il a appelé ça les cultural creatives, c'est-à-dire les créateurs de culture. En français, ça a souvent été traduit comme les culturels créatifs, mais en anglais, on est sur les cultural creatives. Et qu'est-ce qu'il nous dit de ces créateurs de culture? En fait, ce sont des personnes qui se retrouvent dans un certain nombre de valeurs. Alors, quelles sont-elles? Eh bien, ce sont plutôt des personnes qui se retrouvent dans des valeurs d'écologie au sens de vraiment de nature, c'est-à-dire une sensibilité beaucoup plus forte pour la question de la nature et du respect du vivant. C'est également un courant socioculturel qui se retrouve beaucoup plus en défense des minorités ethniques, mais aussi des minorités, des combats d'engagement politique. Ce sont des personnes qui vont avoir un rapport beaucoup plus post-matériel aux choses, c'est-à-dire quand ils vont consommer plutôt de la culture, ils vont consommer du voyage, ils vont voyager à travers le monde, mais peut-être plus par désir finalement de rencontrer l'autre, donc avec une sensibilité altruiste beaucoup plus forte. Et puis, ce sont aussi des gens, et c'est aussi très intéressant de voir ça, qui se retrouvent bien sûr dans des valeurs d'authenticité, mais également qui ont vraiment le sentiment que quelque part, une manière de se ressourcer, c'est aussi d'intégrer, d'avoir une dimension beaucoup plus holistique, un rapport beaucoup plus à la spiritualité, qui intègre un petit peu différentes influences. Alors c'est souvent des gens qui composent, qui prennent un petit peu de christianisme et puis un petit peu de philosophie zen et un petit peu de bouddhisme, etc. Et ce sont des gens qui ne se retrouvent pas forcément dans une religion donnée, mais pour qui la dimension de recherche de sens, de transcendance est importante. Et cette dimension, me semble-t-il, est quand même aujourd'hui très intéressante parce que ce courant, il faut voir qu'à l'époque, Paul Ray et Sherry Ruth Anderson l'estimaient à 24% des Américains, donc on se situait là au tout début des années 2000, et avec Michel Salofkos, donc on a eu la chance de pouvoir dialoguer d'ailleurs avec Paul Ray et Ruth Anderson au début des années 2000, et nous avons aussi mené un certain nombre d'enquêtes par la suite en Europe, donc notamment à signaler bien sûr les travaux de Jean-Pierre Worms sur les créateurs de culture, les créatifs culturels en France, qui a été une autre enquête qui s'est venue se superposer à l'enquête qui avait été produite par les Américains, mais qui était très intéressante, mais qui avait le défaut de ne pas comparer tout à fait les mêmes choses. Donc on ne peut pas vraiment comparer les mêmes choses, mais ce qui ressort tout de même, et ça ce sont un peu mes estimations, c'est qu'on est sur à peu près 25-35%
de la population qui se retrouve plutôt dans des valeurs postmodernes. Alors, qu'est-ce que c'est? Et finalement, c'est un petit peu la recherche que je me fixe en termes de prospective culturelle, c'est finalement de voir qu'à travers différents courants, différentes disciplines, que ce soit les sciences politiques, que ce soit la sociologie, que ce soit la philosophie, on a peut-être des choses qui convergent et qui nous montreraient, qui pourraient qualifier ce changement de paradigme culturel. Et donc ça, c'est l'objet même de ma recherche. Et ce changement de paradigme culturel, comme l'a signalé Michel, ça a été d'ailleurs l'objet de ma thèse de doctorat en sciences politiques. Et vite, je me suis rendu compte que la transformation du monde ne pourrait finalement se faire que si on articulait la dimension de transformation individuelle, transformation collective, comme bien sûr d'autres sages philosophes et penseurs l'avaient bien sûr anticipé depuis de nombreuses années, mais que c'était pareil pour ces créateurs de culture et qu'on voyait bien qu'il y avait vraiment cette dimension à la fois de se transformer personnellement pour se transformer collectivement et agir collectivement, sociétalement sur la planète. Et donc, on s'est posé la question, puisqu'à l'époque, c'était dans le cadre du Club de Budapest, on s'est posé la question de est-ce qu'il n'y a pas finalement une forme de nouvelle avant-garde, une nouvelle avant-garde qui finalement prendrait des formes très différentes selon des minorités actives, alors que ça soit qu'on puisse repérer chez les Colibris, chez Occupy Wall Street, à l'Institut des futurs souhaitables, chez les transitionneurs ou encore chez les indignés, etc. En fait, tous ces mouvements, toutes ces minorités actives, tous ces mouvements sociaux qui nous donnent à voir un petit peu comment les évolutions socio-culturelles sont en train d'advenir. Et on s'est posé la question, et c'est l'hypothèse que je propose aujourd'hui, de se dire que peut-être, en effet, il y a une nouvelle avant-garde socio-culturelle. On appelait ça nouvelle avant-garde en faisant un clin d'œil, bien évidemment, à la nouvelle avant-garde du début du XXe siècle, qui se révélait aussi par sa dimension d'être créatif. Et cette dimension de rapport à la création, me semble-t-il, est aussi une hypothèse importante à avoir dans nos travaux, c'est-à-dire des personnes qui donnent plus d'importance à la dimension de création, à la dimension aussi de quelque part de dépassement, aussi de s'émanciper, de se former, d'évoluer personnellement. Et également, c'est le deuxième volet de cette hypothèse, sur une dimension plutôt d'interdépendance, c'est-à-dire pas uniquement s'émanciper personnellement, mais c'est aussi agir de manière plus interdépendante avec le reste du monde. Et donc, c'est vrai que, et j'en finirai là parce que je vois que le temps tourne, mais que l'hypothèse qui est faite, c'est que finalement, nous sommes aujourd'hui notre enjeu par rapport au défi de la transformation finalement du monde et des émergences socioculturelles, c'est à la fois d'accompagner cette évolution, c'est-à-dire d'accompagner ces émergences socioculturelles qui se caractérisent par de nouvelles aspirations, entendre ces nouvelles aspirations, trouver des nouvelles manières d'interagir les uns avec les autres, et c'est pour ça que la dimension écosystémique, bien évidemment, nous permet d'expérimenter ces nouvelles formes d'émergence socioculturelle et de leadership de l'interdépendance, comme je l'appelle dans mon bouquin qui s'appelle « Le futur est déjà là ». Mais on voit bien que c'est l'un et l'autre, la dimension à la fois individuelle et la dimension collective, et que la grande question, c'est parviendrons-nous finalement à quelque part évoluer aussi, à transcender nos différences tout en intégrant, incluant notre diversité, mais à transcender ces différences pour finalement aller vers quelque chose d'autre, une autre forme de culture que certains appellent la culture intégrale. Merci beaucoup, Karine. Donc, cette présentation prend la suite de Jean-Éric et montre bien la dimension transformatrice, c'est-à-dire que
ce qui est en train de se passer, ce n'est pas simplement une évolution technologique, ce n'est pas simplement que l'économie, le social et notre relation à la nature va devoir complètement changer, c'est une transformation de l'identité profonde de la personne. C'est ça qui est en train de se passer. Et c'est pour ça qu'on passe des écosystèmes d'innovation, où on pourrait se dire que là, on est dans la compétition économique, à des écosystèmes de transformation, où là, il s'agit d'aller beaucoup plus loin, parce que c'est une métamorphose du sujet lui-même. Et au cours de l'histoire, il y a eu déjà, dans le passé, des transformations profondes. Quand on est passé du serf au citoyen, ce n'était pas la même identité. Des millions de personnes qui avaient été toujours des esclaves se sont retrouvés des citoyens, des sujets pensants, qui étaient convoqués dans une réflexion qui était le futur du pays, le futur de la civilisation. Et aujourd'hui, on est dans cette nouvelle étape de l'humanité où, d'une manière vertigineuse, en l'espace de 10 ans, nous allons réellement devoir complètement changer de civilisation. Et les systèmes de représentation, tous les systèmes de représentation qui ont été déroulés au cours de l'histoire humaine sont convoqués aujourd'hui, puisque aussi bien les chasseurs-cueilleurs que les agriculteurs-éleveurs, que les industries-commerces, qui sont restés plus ou moins à des étapes différentes, sont embarqués dans cette planète en devenir qui convoque une nouvelle situation jamais vue, inouïe, et c'est tout le sujet de notre journée. Loïc, as-tu des questions? Oui, alors nous avons 6-7 minutes, deux questions, peut-être je les pose toutes les deux et vous verrez, Karine d'Artigues-Pérou, si vous les reprenez toutes les deux, ou si vous en privilégiez une, pardon. Donc la première, bon, c'est un point de vue exprimé par Julien Kuhn. Aujourd'hui, son sentiment, c'est qu'aujourd'hui, tout au moins dans les sociétés occidentales, on accorde peut-être plus d'importance aux différences qu'à ce qui est en commun, ce qui nous rapproche. Alors, quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez? Et une question qui émane d'un étudiant ici à l'Université catholique de Lille. Comment transmettre ces valeurs, donc les valeurs que vous avez énoncées, ou celles que vous pensez bon de promouvoir, aux plus jeunes générations quand le conflit intergénérationnel ne permet pas toujours la bonne communication? On voit qu'aujourd'hui, effectivement, peut-être on a tendance à exacerber des enjeux propres à chacune des générations. Donc, première question, est-ce que c'est plutôt ce qui nous distingue ou c'est ce qui nous rapproche qui est promu aujourd'hui dans les sociétés occidentales? Et puis cette question du dialogue entre les générations et de la transmission. Merci. Karine, oui, tu as une minute. Tu as une minute. Voilà. Bon, sur la première question, sur la première, c'est en fait un petit peu l'ambition qu'on a à l'Observatoire des valeurs. On a créé une association avec un groupe d'amis, d'ailleurs, certains venaient du club de Budapest, sur cette idée que finalement, il faut travailler à regarder plutôt la dimension positive de la diversité que la dimension négative. Donc ça, je crois qu'en fait, tout dépend vraiment des personnes et de la manière dont on agit. Et je dis souvent qu'il faut quelque part avoir une vision un peu volontaire des choses. Lorsque vous cherchez à avoir dans votre comité de direction la moitié des femmes et la moitié des hommes réunis, c'est bien parce que vous avez l'intention d'avoir une diversité. Donc, quelque part, cette diversité, elle se crée. Il faut créer les conditions de la diversité et je crois que l'approche écosystémique est la meilleure manière de justement penser cette diversité et de mettre cette diversité au cœur de l'écosystème. Ça, c'est pour le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, je n'ai pas pu en effet parler de la dimension intergénérationnelle, mais c'est aussi un sujet que j'étudie en profondeur. Et selon moi, les valeurs transcendent les générations. On voit que finalement, c'est pas la lecture générationnelle est intéressante parce que lorsque, bien sûr, vous travaillez sur les systèmes des valeurs des jeunes, et moi je travaille beaucoup, à l'heure actuelle, je mène une enquête avec mes étudiants de master sur les valeurs des jeunes
étudiants dans leur rapport au travail. Et on voit bien que pour la plupart des jeunes, des valeurs socles, des valeurs essentielles, la valeur respect est une valeur essentielle. La valeur estime de soi ou de confiance sont des valeurs qui sont considérées comme des valeurs socles qui permettent de pouvoir vivre des valeurs de dialogue, d'écologie, etc. Donc on voit que finalement la question des valeurs, c'est ça qui est pour ça que ça me passionne, transcende la dimension des générations, mais qu'il y a quand même une problématique intergénérationnelle. Et je crois que relever les défis du XXIe siècle, ça passe également par créer un savoir, ce que j'appelle un savoir intergénérationnel, c'est-à-dire qu'au sein des organisations, arriver à agencer le savoir de l'ancien, du senior, le savoir du jeune, et arriver à mélanger et à créer une nouvelle forme de savoir intergénérationnel. Et donc, je crois qu'en fait, il y a eu beaucoup de marketing qui en fait, a tendance à polariser, à mettre un petit peu les générations les unes contre les autres. Je crois qu'il faut certes écouter cette dimension de génération. Les jeunes ont un rapport beaucoup plus, je dirais, comment dirais-je, libéré par rapport à la dimension de pouvoir. Quand vous regardez, j'ai notamment travaillé sur le rapport au pouvoir et à la compréhension du pouvoir, beaucoup plus libre par rapport à un certain nombre de sujets, plus facilement acteurs de la collaboration, du partage, de relations très directes, etc. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'ils ne sont pas respectueux, par exemple, des hiérarchies, ou qu'ils ne sont pas respectueux des seniors, du fait qu'ils ont affaire à des gens plus âgés qu'eux. Donc, voilà, je dirais qu'il y a un vrai travail à faire de construction sur le savoir intergénérationnel et qu'il ne faut pas se limiter uniquement à une lecture des différences entre les générations. Je crois que c'est une dimension trop simpliste. Voilà. Merci beaucoup, Karine. Et je souligne que nous sommes exactement dans le bon timing. Il va être 10h29, qui va être le moment de notre pause. Alors, je repasse. Merci beaucoup, Karine. Cette dimension d'évolution des valeurs est effectivement extrêmement importante dans ce qui va se passer. Et l'émergence, effectivement, des créatifs culturels est extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'il va falloir réinventer notre relation à l'économie, notre relation à la dimension sociale et sociétale, même, je dirais, et notre rapport à la nature, aux animaux, aux végétaux, etc. Donc, être créatif et avoir des valeurs évolutionnaires dans ce contexte est extrêmement important. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe dans les écosystèmes innovants? C'est que les personnes les plus créatives de la planète, il y en a des centaines de millions, sont en train de s'unir pour inventer la planète du futur. Et cette nouvelle planète, elle crée une nouvelle condition humaine. Et comment on peut ne pas appeler cette nouvelle condition humaine un changement de civilisation? Malraux le disait, le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Il voulait dire par là, et il l'a très bien expliqué dans ses livres, que les grands enjeux planétaires d'aujourd'hui convoquaient un changement de civilisation, un changement de représentation profonde, ne serait-ce que par le fait que l'humanité, dans toute son histoire, et Jean-Éric l'a très très bien montré, l'humanité s'est construite en s'opposant, c'est-à-dire que les peuples s'opposaient les uns aux autres. On voit bien que cette logique d'opposition, de conflit, qui a été très bien mis en exergue à travers le Clash des civilisations, le livre d'un des hauts fonctionnaires américains qui montrait très bien le possible conflit mondial que créerait le choc des civilisations. Eh bien, pour traverser ce choc, il faut inventer une nouvelle condition humaine où on fasse de nos différences une unité qui fasse, comme Saint-Exupéry nous l'a très bien expliqué, qui fasse qu'on tire de nos différences une richesse plutôt qu'un processus morbide de destruction massive. Merci. Alors, nous avons une pause d'un quart d'heure. Nous reprenons à 10h45 pour une nouvelle séquence que l'on a intitulée « Philosophie des écosystèmes innovants dans un monde en évolution exponentielle ».
Alors, pendant ce quart d'heure, vous pouvez soit vous déconnecter complètement, soit rester connecté, mais évidemment en laissant toujours vos micros désactivés, même en désactivant votre caméra. Si vous vous déconnectez, vous reprenez le même lien Zoom. Hein, c'est un lien unique pour toute la journée. Et nous allons recevoir après la pause Jean Stone, que j'ai vu d'ailleurs apparaître rapidement sur mon écran. Donc bonjour Jean Stone, es-tu prêt? Bonjour Michel, vous m'entendez? Voilà. C'est bon? Voilà. Alors, tu as 10 minutes pour te reposer, pour te préparer, car nous faisons la pause maintenant, mais nous sommes heureux de t'accueillir et nous sommes rassurés que tu sois là. À très bientôt. À bientôt.